Stop acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Je ne serai pas tout seul évidemment pour parler de création de contenu, je serai accompagné de plusieurs personnes, donc on va pouvoir les applaudir, les accueillir évidemment. Je serai avec Anjaï, qui est chef de projet à Euroquity chez BPI France et créateur du média Passion et Créateur. Vous pouvez vous asseoir après et prendre un petit micro aussi s'il faut. Il y a Amélie Deloche également, fondatrice de Post Influence, qui accompagne les acteurs de l'influence dans la mise en place de stratégies d'influence éthique, écologique et co-créatrice de Paye ton influence. Et alors vous allez voir, on a un petit twist, on vous a préparé une petite surprise. J'ai une personne encore en présentiel, on aura une personne qui sera un peu en surveillance, en œil de Sauron derrière nous, mais je l'introduirai juste après. Benjamin Martinique avec nous aussi, réalisateur youtubeur spécialisé dans la chaîne et dans le voyage bas carbone, chez Tolt en voyage. Et enfin, qui devrait apparaître derrière nous, nous avons Justine Bachelot. Justine, est-ce que tu nous entends bien, Justine? Je vous entends très bien, écoute, moi Justine, l'œil de Sauron. Eh ben, Vous m'entendez bien aussi? Très bien, on t'entend. Est-ce que vous voyez bien, Justine? Ça va? Ouais, parfait, tout le monde est très content. Et Justine, experte sur la créateur économie et responsable des partenariats de contenu chez une grande marque avec un logo rouge. Voilà, on a essayé d'aller nommer ça comme ça parce que c'était plutôt pas mal. Est-ce que alors ma première question c'était comment se passe votre Web Today, mais il a commencé il y a 1 heure. Donc je pense que pour l'instant il est un peu détente. Très content d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir discuter un petit peu de cette grande thématique sur la création de contenu, et évidemment qui en bénéficie vraiment. On va pouvoir parler de beaucoup de thématiques différentes, on va pouvoir parler évidemment d'un petit peu de la question économique, de l'argent, on va pouvoir parler d'impact, d'écologie, de prise de position. Pour commencer la table ronde et s'attaquer un peu dans la thématique du sujet, je voulais poser une première question à Amélie. Comment est-ce que vous pourriez décrire la relation entre les plateformes et les créateurs et créatrices de contenu aujourd'hui? Comment est-ce qu'on entretient ça? Comment est-ce qu'on gère ça? Et comment ça se crée, cette relation? Alors la relation entre les créateurs de contenu et les plateformes, elle est assez complexe. Aujourd'hui, les créateurs, finalement, ils sont dépendants des plateformes sur lesquelles ils sont. C'est les plateformes, elles leur permettent de créer des communautés, de pouvoir interagir avec une audience. Elles sont aujourd'hui multiples, ces plateformes. Donc on a bien sûr les mastodontes comme Instagram, et il y a des nouveaux comme TikTok qui ont un peu rebattu les cartes. Aujourd'hui, il y a une grosse finalement dépendance à l'algorithme aussi. Les influenceurs et les créateurs de contenu, ils sont d'une certaine manière aussi esclaves des algorithmes qui va leur permettre ou non d'avoir de la visibilité. Donc c'est complexe aujourd'hui, sachant que les plateformes aussi, elles évoluent extrêmement rapidement. Elles évoluent pour justement s'adapter aux nouvelles tendances des créateurs de contenu et finalement à toutes les nouveautés numériques. Et ça, les influenceurs, finalement, ils doivent être au courant. Et souvent, en ce qui concerne les algorithmes, il y a un sorte de flou sur finalement pourquoi certains contenus sont plus mis en avant que d'autres. Et donc les créateurs, ça peut créer de la frustration, ou en tout cas faire en sorte que ça puisse être complexe de rester, de garder de la même visibilité dans le temps. Benjamin, vous qui créez du contenu, c'est un ressenti que vous partagez aussi? Oui, c'est sûr qu'il faut rester toujours au fait des évolutions algorithmiques, de fonctionnalités, etc. Ces dernières années, on a vu l'apparition, par exemple, de la story, qui était d'abord un truc sur Snapchat, qui a été ensuite repris un peu sur tous les réseaux. Donc, c'est sûr qu'il faut, c'est un peu le seul jeu où les règles changent tout le temps, et donc tu sais pas trop dans quoi tu t'engages au moment où tu t'y engages. Mais faut rester vraiment au fait de toutes les évolutions. Et comment vous faites pour est-ce que déjà, premièrement, vous y conformez et vous essayez de les suivre? Et comment vous faites pour les suivre? Et il y a des choses qui ont été modifiées dans votre travail aujourd'hui pour suivre un peu ces algorithmes, ces changements de plateforme et ces différentes nouveautés? Je pense que la grosse évolution récente, c'est le format des vidéos. Là où il y a 5 ans, tu pouvais faire des vidéos en format paysage plus longues, notamment sur YouTube. Aujourd'hui, c'est vrai que tu
tu es un peu obligé de passer sur des formats courts et verticaux. Même sur YouTube, où ils ont lancé YouTube Shorts, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, les formats courts ont un peu bousculé la façon de faire des vidéos et de raconter des histoires. C'est vrai qu'aujourd'hui, la réflexion pour créer une vidéo n'est pas du tout la même. On va chercher à avoir une accroche très forte en début de vidéo, et puis après à faire passer les messages très rapidement. Donc dans la façon de travailler, dans la façon d'écrire, dans la façon de monter, etc., ça a pas mal fait évoluer les choses. Par exemple, moi je faisais aucune vidéo avec mon smartphone jusqu'à il y a peut-être 2-3 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a une bonne partie de notre travail qui consiste à tourner, monter sur les smartphones. Toi, Ange, qui regarde un peu ça d'un point de vue aussi avec ton média, Passion et Créateur, c'est un sentiment que tu partages aussi, c'est des visions que tu analyses aussi? Ou est-ce que tu essaies de te conformer par rapport à ça ou de publier du contenu par rapport à ces nouveautés? Par rapport au changement de ouais, c'est ça, au changement des plateformes et aux nouveautés. Je trouve tout à fait. Je trouve que c'est un peu... En fait, je pense que c'est... excusez-moi. Il n'y a pas grand monde, ça va. Ouais. En fait, je pense que c'est un peu je trouve que c'est un peu logique que du coup YouTube c'est dû s'adapter en fait à ce format donc de short format. C'est déjà la plupart des je pense nous tous qu'on consomme le contenu, c'est surtout donc dans des... Juste pardon, non, c'est juste je te coupe 2 secondes. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un short? Je pense oui, voilà. Savent pas forcément qu'un short. Alors short c'est un format assez court de contenu comme vous pouvez trouver sur TikTok notamment, donc c'est 30 secondes de contenu en format verticaux, c'est-à-dire quand vous regardez vos téléphones de manière en format portrait, et c'est du coup souvent ça c'est des extraits de vidéos plus longues comme du coup Benjamin, c'est ça? Ouais, donc peut présenter, ou du coup c'est du format plutôt dédié, donc vraiment donc avec une story, donc avec un début et une fin, et tout est concentré dans le short. Et donc du coup c'est un format qui est vachement publicité par les plateformes parce que du coup ça permet de retenir l'attention de l'utilisateur beaucoup plus longtemps. Parce que du coup, on est tous occupés dans nos journées et le plus souvent qu'on consomme du contenu, c'est entre 2 activités. Ce qui fait que du coup, le contenu short est le plus adapté pour nous retenir le plus longtemps et du coup, soit pour nous pousser la publicité ou nous pousser à consommer acheter un produit ou à acheter du merch ou quelque chose comme ça. Et du coup, TikTok donc, a bien réussi à choper ce créneau-là. Et on l'a bien vu, donc je dis, c'est l'une de la première ou la deuxième plateforme de création de contenu au monde. Et du coup, YouTube, qui était derrière et qui avait du mal à suivre par son contenu long, donc c'est des vidéos, on va dire, de 1 minute, 2 minutes, plus de 30 minutes, voire 1 heure, a dû s'adapter. Donc pour rattraper un peu toutes ces parties de viewers qui allaient sur TikTok, pour les rapatrier chez eux. Donc je pense que c'est un peu logique. Et ça aide aussi un peu les créateurs de contenu aussi à attirer du coup les utilisateurs vers eux. Parce que quand on va sur YouTube, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a quelques vidéos qui sont poussées, mais on sait souvent un peu on sait un peu sur quoi on veut aller. Contrairement à TikTok ou à Instagram, où on défile et en fait on est un peu dans une partie un peu discovery. Et je pense que les shorts, en fait, c'est vrai que c'est une grosse contrainte pour les créateurs, parce que j'imagine bien que c'est un double travail. C'est pas du tout le même format, pas du tout la même approche. Ça permet aussi de pousser beaucoup plus la découvrabilité de leur contenu et du coup d'aider des créateurs qui ont un peu du mal à émerger, à développer. Mais bon, voilà, c'est un trade-off. Mais je pense que la découvrabilité, elle est plus liée aux évolutions algorithmiques qu'au format en lui-même. Parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée de TikTok, on est passé d'un fil où finalement on avait du contenu qui était que le contenu des gens auxquels on était abonné, à un contenu plutôt affinitaire. C'est-à-dire que TikTok va pousser des vidéos auxquelles des vidéos créées par des créateurs auxquels vous n'êtes pas abonné. Et si vous interagissez, par exemple, si vous regardez un peu longtemps une vidéo en lien avec une thématique, et après il va vous en redonner à manger, si j'ose dire. Et ça, c'est l'une des grosses évolutions algorithmiques qu'il y a eu, on va dire, ces 2-3 dernières années. Et c'est vrai que YouTube et Instagram se sont un peu calqués dessus. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on va découvrir des vidéos qui ont été créées par des gens auxquels on n'est pas abonné, ce qui n'arrivait pas il y a ne serait-ce que 2-3 ans. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux publier un reel alors que tu as, je sais pas, quelques milliers d'abonnés qui va faire des millions de vues, ce qui était pareil, plus compliqué avant. Je sais pas si Justine est encore avec nous, parce que je ne l'aurai pas dans le retour dessus. Justine est là, pardon. C'est comme j'avais pas la vision, je ne savais pas si tu nous entendais parfait. Toi, côté plateforme, c'est un ressenti que tu partages aussi Ouais, alors ressenti que je partage, pas sur tous les points, mais par contre c'est un discours que j'entends tous les jours parce que j'accompagne des créateurs de contenu depuis plus de 6 ans.
Du coup, il y a tellement de points sur lesquels on pourrait rebondir. Ne serait-ce que l'algo, ça mériterait une formation de 2 heures sur le sujet, parce que c'est évidemment un sujet très flou, comme tu disais, Amélie, et les gens comprennent pas hyper bien déjà ce que ça veut dire un algo et après comment sur chaque plateforme il fonctionne. Si je reviens à ta question de base, Stan, la relation entre les créateurs et les plateformes, vous l'avez tous bien illustré, mais si je peux apporter peut-être le point de vue plus connaissant un peu les plateformes, souvent, le rôle des plateformes, ce qui va être compliqué, c'est l'échelle à laquelle les plateformes opèrent, qui est des milliards d'utilisateurs, des centaines de millions de créateurs et tout ça. Et puis quand on parle aux créateurs, du coup, plus votre point de vue, là, quand je vous entends parler de l'algo, la mise en avant des contenus et tout, vous avez envie d'avoir quelqu'un chez YouTube qui vous explique, ou chez Instagram, ou chez TikTok, qui vous explique que ça marche comment l'algorithme, c'est quoi ce nouveau changement, pourquoi vous avez lancé tel format et tout. Et ça, c'est très compliqué à faire à l'échelle auquel nous, on opère. Donc en fait, pour moi, la meilleure façon d'instaurer un dialogue ou une relation avec les créateurs, c'est est-ce qu'on peut apporter un niveau de service qui est plus ou moins poussé en fonction du stade du créateur. Moi, ça m'arrive de délivrer des formations sur l'algorithme, mais malheureusement, je peux pas le faire pour les centaines de millions de créateurs qui sont sur YouTube. Sinon, il faudrait que je me démultiplie et ça serait pas possible à l'échelle d'une entreprise. Mais en effet, c'est notre rôle d'éduquer pour qu'il n'y ait pas tous ces questionnements et ces impressions de flou. Et si je peux rebondir du coup sur le point de l'algo en particulier, en fait, déjà, ce qui est compliqué, c'est que les gens comprennent pas ce qu'est un algorithme. Et du coup, ça crée un peu tous les mythes que vous soulevez. On se dit, ah, mais là, il y a eu des changements d'algorithme. Enfin, moi, je l'entends tous les jours dans mon métier et sur toutes les plateformes. En réalité, ce qu'il faut se dire, et ça va vous paraître du bon sens, mais c'est qu'un algo, en général, et c'est plus ou moins le cas selon les plateformes, mais ça reste quand même le cas pour toutes les plateformes, c'est pas... Et d'ailleurs, une plateforme n'est pas censée éditorialiser, donc c'est pas des gens en interne qui se disent tiens, on va plutôt mettre en avant ci ou ça, etc. C'est un mécanisme qui est créé pour essayer de capter ce que l'audience aime ou pas consommer. Donc en fait, souvent les créateurs sont focus sur l'algo et les secrets de l'algo, mais en fait, l'algo il reflète comment l'audience se comporte. Et du coup, toutes les évolutions dont vous parlez, le format court, le fait que l'attention diminue, etc. Oui, en effet, c'est une combinaison il y a des produits, il y a des innovations produits qui émergent, qui viennent de plateformes. Je sais plus qui parlait des stories. En effet, c'est venu d'une inno-produit. Mais tout ça, ça amène des changements chez les utilisateurs qui consomment du contenu de plus en plus court, donc qui sont moins à même d'être retenus sur des formats verticaux pendant 1 heure, etc. Et du coup, d'autres plateformes suivent et lancent les produits, etc. Et comme les utilisateurs s'y habituent, en fait, les créateurs sont un peu obligés de changer. Mais ça existe dans tous les domaines. Ça existait déjà à la télé. Faire des formats télé comme ça existait il y a 50 ans, ça ne plairait plus aux audiences. Et souvent, on oublie qu'en fait, derrière l'algo et derrière ce que l'algo met en avant, en fait, c'est un comportement de l'audience. Donc, en effet, c'est un monde qui bouge très vite, mais le monde des médias, ça a toujours été le cas. Les formats sur d'autres médias, même plus traditionnels, etc., ils évoluent très vite. Et il y a des innoproduits, oui, mais souvent, c'est aussi drivé par l'audience et les comportements de l'audience. Et quand on se met dans la tête de l'audience et justement de comment ils consomment, on comprend mieux comment faire du contenu. Mais bon, ça, on pourrait faire un cours de 3 heures sur le sujet, donc je ne veux pas monopoliser le sujet de la conférence là-dessus. On peut le pour l'année prochaine, on pourra prévoir une petite conférence autour de sur l'algo. Mais moi, il y a juste un point sur lequel je voulais revenir, c'est est-ce que c'est pas au final l'algorithme qui va créer aussi ce que va aimer l'audience, à force de recommander des vidéos que l'audience peut aimer. En fait, est-ce que c'est pas un cercle qui fait que l'algorithme va recommander des vidéos que l'audience va apprécier, donc ça va tourner, et à chaque fois, en fait, ça va être la même roue qui tourne. Je sais pas si j'ai été clair. Ça soulève le sujet que vous souleviez tous tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où les algos fonctionnent comme ça, comment on crée de la découvrabilité. Et vous parliez aussi du fait que sur les formats courts, c'est plus simple, ou on a l'impression que c'est plus simple de se faire découvrir par des nouvelles personnes. En fait, c'est juste dû au fait qu'un format plus court, c'est moins engageant. Plus facilement, si tu es en train de scroller dans ton feed, rester sur une vidéo qui fait 30 secondes, 1 minute, c'est moins engageant que décider de cliquer sur une vidéo qui fait 15 minutes. Donc,
bah, y a plus de gens qui vont avoir accès à ton contenu parce que voilà, il est plus court, il est plus accessible, du coup tu vas toucher plus de monde. Mais en effet, c'est très compliqué, je pense, pour les plateformes. Il y a des outils de découvrabilité, hein, ça existe partout. Sur TikTok, ça va être un système où il y a un peu des hashtags et des tendances qui sont mises en avant. Sur YouTube, on connaît les tendances. Sur Twitch, ils ont des façons de mettre en avant le contenu aussi qui, voilà, mais c'est très compliqué de trouver un équilibre, je pense, entre donner aux gens ce qu'ils veulent regarder, parce que c'est aussi ce qui fait que les plateformes fonctionnent, que les gens y reviennne, et trouver un moyen de prédire ce qu'ils vont avoir envie de regarder, sachant qu'ils ne l'ont jamais regardé. Et ça, c'est, je pense, je suis pas ingénieure, mais c'est la grande complexité. Et il y a des outils qui existent pour ça, mais en effet, beaucoup de ce qui fait que les gens reviennent aux plateformes, c'est qu'ils y trouvent ce qu'ils ont envie d'y trouver en fait. Mais la prédiction, ça c'est un sujet complexe, ouais. Moi, sur la question de la découvrabilité, le fait de découvrir de nouveaux créateurs et créatrices, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a soit un truc qui est un fléau, soit qui est positif, ça dépend comment les créateurs de contenu, les créatrices le voient, mais c'est le fait de prendre des extraits des vidéos. Alors soit c'est des extraits de vidéos ou de live où il y a des choses satisfaisantes en dessous, des gens qui découpent de la pâte, peut-être vous avez déjà tombé là-dessus. Et il y a des créateurs de contenu et des créatrices qui sont très contents de ça, parce que ça leur permet de découvrir, notamment je crois sur Twitch, où il y a beaucoup de gens qui sont d'accord que les gens reprennent leurs clips à mettre sur du TikTok, sur du Instagram, parce que ça amène énormément d'afflux de nouvelles personnes, mais il y a aussi des créateurs ou des créatrices que ça dérange, parce que c'est un peu du vol de contenu, sous forme d'extrait, donc tu peux retrouver une vidéo d'un youtubeur ou d'une youtubeuse en 55 parties sur TikTok. Vous, c'est des choses que vous avez déjà rencontrées, choses qui vous est arrivées, ou ces choses que vous trouvez intéressantes ou pas? Benjamin, par exemple. Le fait de se faire reprendre son contenu par d'autres personnes. Exactement. Oui, de toute façon, c'est un peu la rançon du succès, on va dire. Dès que tu as des vidéos qui vont bien performer, il y a forcément des gens qui vont essayer de les re-uploader ou d'en mettre des extraits, etc. Après, aujourd'hui, je trouve que... alors pas toutes les plateformes, mais il y a quand même pas mal de plateformes qui ont développé des protections assez efficaces. Je pense surtout à YouTube. Après, c'est vrai que sur TikTok, etc., bon, c'est un peu moins bien en place, mais bon, voilà. Parfois, c'est un peu saoulant de voir qu'il y a des gens qui pensent que c'est du contenu gratuit, libre d'accès, et qu'ils peuvent le réuploader comme ça sans demander l'autorisation. Mais ouais, comme je le dis, c'est un peu la rançon du succès. Okay. Amélie, c'est quelque chose que les personnes que tu accompagnes ont été confrontées à? Alors, pas directement. En tout cas, moi, c'est pas forcément des sujets sur lesquels je travaille avec les créateurs que j'accompagne. Mais oui, bien sûr. Je pense que, en fait, TikTok quand même, et le fait qu'il y ait énormément de contenu qui soit repris de plein de plateformes, etc., et qui se retrouve sur TikTok, sur certains sujets, typiquement sur les questions de transition écologique, il y a quand même cet enjeu aussi de vulgarisation, de démocratisation de certains contenus qu'on n'irait pas forcément trouver sur YouTube, et du coup qui nous tombent dessus sur TikTok grâce à l'algorithme et qui nous permettent d'avoir accès des fois à des personnes qu'on n'aurait pas suivies, etc. Donc je pense que oui, il y a un enjeu finalement entre guillemets de vol de contenu, mais aussi ça permet, comme tu le disais, de donner de la visibilité des fois à des Twitchers qui ne sont pas forcément très connus ou à des contenus qu'on n'aurait pas vus si la personne ne les avait pas remis sur TikTok par exemple. Okay, très bien, on a bien fait le tour dans la première partie. Je propose qu'on passe maintenant sur la grande question. C'est une partie que j'ai appelée plateforme ou créateurs et créatrices qui gagnent de l'argent. Je sais que vraiment c'était le meilleur nom possible. Juste avant du coup de parler un peu de la créateur d'économie, de tout ce grand fantasme et cette grande histoire autour un peu des bénéfices de l'argent autour de la création, Ange, est-ce que tu veux nous expliquer un peu, nous faire un petit point sur la créateur économie, quelques petits chiffres et des choses comme ça, ouais. De nous décrypter un peu ce que c'est. Ouais, bien sûr. Du coup, déjà, qu'est-ce que la créateur économie? Parce que donc pour la petite histoire, donc moi mon média s'appelle Passion et Creator, parce qu'à la base avant Créateur Économie, ça s'appelait la Passion Economy. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un changement de paradigme entre, on va dire, dans les 2000-2010, où en fait il y avait un peu tout le monde créait du contenu, ce qu'on appelait un peu le user generated content. Donc tout le monde crée du contenu par des blogs, sur les plateformes et autres. Et après, ça s'est structuré entre des créateurs qui avaient arrivé à générer, on va dire, une communauté assez forte en partant d'une audience, et après arriver à le monétiser via des outils. Donc peut-être vous connaissez des outils comme Substack, Patreon et d'autres. Et en fait, c'est à partir de là, en fait, qu'on a commencé à pivoter entre l'économie de la passion, on va dire, où c'était des créateurs, comme Benjamin, en fait, qui partagent un peu leur passion et qui présentent sur des plateformes, à une économie un peu plus structurée, où du coup, des individus peuvent générer du contenu, créer une communauté à partir d'une audience et l'engager de manière assez forte
pour pouvoir la monétiser derrière. Et c'est là que ça se joue en fait. C'est que le cash ne vient pas forcément du business, pas un côté un peu B2B, via les sponsorships ou autres, mais ça peut venir aussi du coup des utilisateurs. Et donc du coup, on a des communautés payantes, on a des achats de produits digitaux, on a des abonnements à des newsletters, et du coup, ça permet en fait à des créateurs du coup de pouvoir vivre de leur business. Donc on va dire, il y a une théorie qui s'appelle les 100 premiers fans, qui disent qu'en fait, un créateur peut théoriquement vivre avec 100 personnes. Si 100 personnes donc payent 10 € par mois pour leur contenu, du coup ça permet d'avoir un revenu qui leur permettrait de vivre. Et donc du coup toute cette économie-là en fait est structurée dans un pool global, on va dire mondial, qui pèse à peu près un peu plus de 100 milliards de dollars, en fait, qui est réparti donc principalement donc aux États-Unis, donc l'Amérique du Nord, donc le gros pool en fait de la creator economy, suivi après on va dire de 3 autres zones, donc l'Europe de l'Ouest, c'est un peu l'Nordics, l'Asie du Sud-Est et le Middle East. Donc cette grande zone-là, en fait, permet donc du coup de rassembler énormément de créateurs, de start-up, donc du coup qui proposent soit des outils ou des plateformes en fait qui permettent donc à des créateurs donc de pouvoir créer du contenu, engager, monétiser et même construire un business derrière. Et nous avons aussi donc les plateformes de diffusion qui permettent, donc, comme on a cité YouTube, Twitter, LinkedIn, TikTok, enfin toutes ces plateformes-là en fait sont des agrégateurs de personnes en fait, de vous, moi, de consommateurs, qui permettent du coup aux créateurs de pouvoir trouver une audience, leur proposer leur contenu qu'ils proposent, leur passion, leur expertise, et leur permettre du coup de les ramener vers un outil plus simple. Qui sont créés par les startups, donc autour d'une communauté. Et donc du coup, toute cette économie-là, donc du coup, on peut appeler ça la creator economy, et pour moi, c'est plus une couche qui se met sur différents secteurs. Donc on peut en avoir sur la musique, on peut en avoir sur la vidéo, donc on en a parlé beaucoup aujourd'hui, sur l'écriture, et sur d'autres secteurs, donc le sport, et d'autres secteurs. Le Web 3, par exemple. Et du coup, toute cette économie-là, en fait, du coup, est extrêmement florissante. Donc, il y a des créateurs qui sont extrêmement talentueux. Donc, le plus connu sur YouTube, c'est MrBeast dans le monde. Je crois qu'il a dépassé même les 100 millions d'inscrits sur YouTube. En France, sa dernière vidéo a fait un record de vues, je crois, pour une vidéo musicale. Il a fait je sais pas combien de millions de vues en 24 heures, et ça a été un... Ouais, c'est énorme. Et donc voilà à peu près comment est structurée cette économie-là. Donc, juste pour dernier détail, voilà, donc l'influence, donc il y a une partie de la creator economy, donc du coup c'est un pan de cette immense, on va dire, économie, dans lequel donc du coup des individus peuvent générer un revenu via leur passion. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de création de contenu, on pense beaucoup à YouTube ou à du podcast ou à de l'influence, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont des newsletters, des gens il y a plein de moyens de créer du contenu autre que de la vidéo ou du streaming ou des choses comme ça. Donc c'est pas mal d'avoir. Merci beaucoup pour ce récap par rapport à ça. Justine, moi il y avait une question et il y avait un point que je trouvais assez intéressant. Parfait, tu apparais quand... Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ou comment ça s'est fait pour que la notion d'argent et de revenus sur la création de contenu soit devenue aussi tabou? Est-ce que c'est propre à la France? Est-ce que c'est propre aux plateformes? Est-ce que ça a été... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de transparence aujourd'hui là-dessus? Ouais, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais en tout cas ma réponse. Déjà, si je compare avec d'autres marchés, d'autres collègues avec lesquels j'ai pu travailler dans d'autres régions, etc., c'est sûr que le premier point, c'est quelque chose de français. On le voit, et Ange, tu parlais des plateformes sur lesquelles, type Patreon, Tipeee, etc., sur lesquelles, par exemple, les créateurs peuvent solliciter des dons de leur communauté, enfin des participations de leur communauté. Ça, tout ce qui est un peu du tipping sur les plateformes et tout, on voit, par exemple, que ça marche beaucoup mieux en Asie ou même aux États-Unis, parce que les créateurs en France parfois sont un peu réticents à, entre guillemets, demander de l'argent, même si c'est pas vraiment ça, se faire soutenir en direct par leur communauté. Donc il y a évidemment un sujet de marché, donc ça c'est juste culturel. Et après, je pense pas que ça soit plus tabou que, en tout cas en France, que de l'argent, on voit souvent l'argent, combien gagnent les animateurs, combien gagnent les acteurs. Enfin, on l'a vu là sur Amazon Prime avec le sujet de LOL, Kiri qui sort. Voilà, les cachets des acteurs, c'est un sujet. Enfin, c'est un sujet. Mais ce qui le rend, je pense, encore plus tabou, c'est que c'est très complexe à comprendre d'où vient l'argent et comment il se rémunère. Aussi parce que c'est un nouveau métier.
Et Ange, je pense que tu l'illustres très bien, il y a tellement de streams de revenus possibles pour un créateur de contenu, et pas juste vidéo. Tu as le partage de revenus publicitaires multiplié par le nombre de plateformes sur lesquelles tu es présent, donc YouTube, TikTok, Instagram, non, mais Twitch, qui peuvent te reverser des revenus, et ça, les règles sont différentes déjà par plateforme. Potentiellement monétiser ton audience avec ton merch, tes services que tu vends toi-même à ta communauté, faire des placements publicitaires avec des marques, avoir d'autres activités parallèles. Enfin, les sources de revenus pour un créateur sont multiples, mais de la même manière que pour un business, en fait, tu as 10 000 business plans possibles, en fait. Et les gens voient les créateurs comme un peu la version archaïque de c'est juste une personne toute seule, parce que c'est un nouveau métier, on a l'impression qu'ils sont tout seuls derrière leur écran. Et on arrive moins à percevoir le côté, en fait, c'est des producteurs de contenu. En tout cas, vous citiez l'exemple de MrBeast, mais il y en a plein en France, de créateurs qui n'ont pas autant d'abonnés, qui ont juste, c'est déjà énorme, mais 100 000 abonnés, et qui sont producteurs et qui ont des grosses équipes de 5-10 personnes. Et en fait, ça, on le voit pas, on le connaît pas, parce que c'est un nouveau métier. Mais si tu ramènes juste ça au fait que c'est des gens qui ont un média, une audience, ça se monétise via plein de canaux, qui sont un business, et que ils peuvent avoir un business model différent avec plein de streams, et du coup que dire je gagne tant, c'est hyper complexe, justement parce que c'est multifactoriel et tout, ça crée de l'incompréhension, et du coup ça renforce le tabou. Et là-dedans, pour simplifier, souvent on entend les gens dire 1 euro les 1000 vues, mais déjà 1 euro les 1000 vues, ce n'est que le partage de revenus publicitaires sur une plateforme, ou potentiellement multiplié par le nombre de plateformes sur lesquelles tu es. Mais ça, en tout cas pour les plus gros créateurs, de ce que j'observe, c'est l'argent qu'ils font, c'est souvent plutôt lié à eux, leur business qu'ils ont monté, c'est-à-dire du merch ou des services qu'ils vont vendre à leur communauté, et surtout les collabs avec les marques, les revenus des plateformes. Souvent, plus le créateur est gros, je trouve que plus ça pèse un pourcentage mince dans les revenus totaux de leur business pouvant être de 50 personnes parfois pour certains créateurs. Donc, pour moi, c'est juste un nouveau métier qui n'est pas compris, parce que le CEO, entre guillemets, est ultra visible et qu'on voit que lui, et on oublie qu'en fait, derrière, c'est juste une entreprise, quoi. Voilà. Mais en effet, ton point sur la France et notre culture est hyper valide. Ça renforce tout ça, quoi. Vas-y. Ouais, je voulais je rebondis en plus sur l'excellent point de Justine, en fait, c'est sur le fait aussi qu'il y a un tabou autour de l'argent. C'est comme tu l'as dit, en fait, je pense, c'est on se rend pas compte en fait que derrière un créateur de contenu, on s'imagine souvent, la majorité, on va dire, sont souvent seuls ou peut-être avec une personne, mais souvent en fait, il y a à un certain niveau, il y a une équipe qui est derrière. Il y a peut-être un designer qui aide sur la partie des visuels. Il y a un spécialiste, un agent, on va dire, des fois, qui est là pour accompagner donc du coup le créateur dans ses choix créatifs ou dans ses choix de business. Et en fait, il y a toute une équipe qui est derrière. Et des fois, en fait, du coup, il faut rémunérer toutes ces personnes-là. Et du coup, ça amène le point que, ça génère énormément d'argent, certes, mais du coup, derrière, il y a quand même toute une petite industrie qui peut se créer. Donc, ça peut être une personne, deux, peut-être un peu plus, mais dans tous les cas, c'est en partie justifié. Ouais. Ouais, tous les créateurs sont pas seuls, et il y a des boîtes derrière qui peuvent aussi retenir. Après, je pense que même si il y a toujours ce fantasme aussi, les créateurs et aujourd'hui les créatrices parfois essayent d'avoir une transparence là-dessus, d'expliquer. Je pense qu'il y a eu ça notamment à un moment sur Twitch, où il y a eu une espèce de hack de Twitch et les leaks et les revenus un peu tout le monde par rapport à ça. Il y a quelques créateurs de contenu qui ont pris position et qui ont tenté d'expliquer. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de créateurs et de créatrices qui ne disent pas forcément, soit parce que les marques ne veulent pas sur les OP. Il y a beaucoup de marques aussi qui veulent pas dire les montants, et du coup par rapport à ça. Toi, Benjamin, c'est quelque chose auquel tu t'es confronté? C'est quelque chose sur lequel tu essayes d'être transparent, ou c'est pas forcément les thématiques principales que tu abordes? Je suis transparent sur ma façon de gagner de l'argent. Par contre, je vais jamais donner de montant, parce qu'en fait, quand tu donnes des montants, comme on le dit, les gens vont tout de suite se dire « Ah, ça c'est ce qui se met dans sa poche ». Mais si tu enlèves l'URSSAF, les salaires que tu verses aux gens qui travaillent avec toi, les différentes charges, forcément, le montant est vraiment différent. Donc, j'essaye d'éviter de donner des montants numéraires. Après, moi, j'ai toujours été très transparent sur ma façon de gagner de l'argent.
Et pour compléter un peu le point de Justine, c'est sûr que les revenus liés à AdSense, donc AdSense c'est l'outil de rémunération via les publicités diffusées sur YouTube. Donc ça c'est le partage de revenus entre YouTube et les créateurs. En ce qui me concerne, c'est vraiment marginal, quoi. C'est quelques centaines d'euros par mois. Donc c'est à peine pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Donc mon modèle repose pas du tout là-dessus. Après moi c'est particulier, c'est mes vidéos, je peux pas en faire une toutes les semaines, je peux pas en faire une par jour. Pour les créateurs qui par exemple font beaucoup de vidéos, ont un flux assez important, ça va être peut-être plus important. Mais c'est sûr que moi mes revenus viennent principalement des marques et des institutions qui me payent pour justement créer du contenu, etc. Et souvent les montants sont non disclosés, enfin sont non... Tu veux pas les dire? Entre guillemets, ils sont cachés. Non, je ne peux pas te demander les montants, hein, mais c'est que souvent les marques imposent le fait de ne pas divulguer le montant. J'ai jamais été confronté à ce sujet-là. Non, je pense pas. Enfin, pas de mon côté en tout cas. Et si je peux ajouter, encore une fois, je trouve que c'est très révélateur de faire un focus sur ça pour qu'on révèle pas les montants et tout, parce que dans quel business ou même quelle célébrité révèle les montants de ses contrats avec des marques, dans quelle entreprise les patrons, ou alors dans les très grosses boîtes où il y a peut-être des obligations autour de ça, mais dans quelles entreprises on communique de façon transparente sur toutes les marges, etc., etc. En fait, j'ai aussi l'impression que comme les gens ont l'impression de connaître les créateurs, qui voient derrière leur écran toute la journée, et voilà, ça crée une forme de sympathie, de proximité et tout. On a l'impression d'être potes et on a envie de savoir, mais en fait, dans quel métier les gens partagent voilà, toute la chaîne de valeur, combien ils gagnent. Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet, comme tu disais, qui est qui aussi, je pense, est propre aux créateurs de contenu, surtout quand c'est des créateurs entre guillemets, voilà, qui incarnent, du coup, dont les gens se sentent proches, et tellement proches qu'ils ont envie de connaître leur vie et leur salaire. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de médias en ligne, voilà, qui sont des médias au même titre que les créateurs sont des médias. Personne a envie de dire un magazine en ligne qui fait des vidéos, mais en fait, vous gagnez combien? Donc c'est vraiment, je pense, aussi un sujet. Je pense à un créateur qui s'appelle Cyrus North, qui appelle son audience les parapotes, parce qu'il parle de relations parasociales. On a l'impression qu'on est pote avec la personne qu'on regarde, en fait on la connaît pas, et peut-être que du coup ça crée encore plus ce désir d'avoir toutes les infos sur la personne, dont combien ces gens-là gagnent. Mais en fait, voilà, ça n'existe enfin moi je connais très peu de gens qui partagent ça, quoi, les contrats, combien j'ai touché en travaillant avec telle marque, etc., même dans d'autres domaines, quoi. Amélie, c'est un sujet que tu veux commenter? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les créateurs gagnent de l'argent grâce à leur audience. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le dire. Souvent, voilà, à travers leur contenu, ils disent « Ah, si je peux faire ça, c'est grâce à vous, etc. » Et c'est ça qui est singulier avec les créateurs. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine légitimité de l'audience à savoir combien le créateur gagne, parce que le créateur, il est dépendant de son audience. Un créateur sans audience, ou un influenceur sans audience, c'est pas un influenceur. Et donc, c'est l'audience qui lui permet d'avoir de la visibilité, donc qui lui permet d'avoir des contrats avec des marques, qui lui permet de gagner de l'argent avec de la pub, parce que l'audience va regarder. Donc c'est ça qui est singulier dans ce métier-là, et c'est pour ça qu'il y a une certaine légitimité, comme je le disais, de l'audience, à savoir concrètement combien le créateur gagne, parce que c'est grâce à l'audience que ce créateur va gagner cet argent-là. Donc c'est... Ah pardon, vas-y. Non, mais c'était juste ça que je voulais dire. Enfin, dans la singularité de la relation, c'est une relation si parasociale, mais aussi le fait que le créateur, il gagne de l'argent grâce à son audience, c'est vraiment sa source. Ça te paraît singulier parce que le fait d'incarner, c'est nouveau. Mais en fait, tu décris ce qu'est un média depuis toujours. Donc, une télé gagne de l'argent parce qu'il y a une audience. Et jamais t'es allé réclamer à TF1 attendez, je vous rapporte combien quand je regarde cette pub avant Koh-Lanta. Pourtant, c'est exactement la même manière. Tu pourrais dire ouais, en fait, il gagne de l'argent grâce à moi parce que j'ai regardé cette pub devant Koh-Lanta. Ce qui est intéressant, par contre, à comprendre. Alors, en effet, il y a cette relation parasociale, le fait que les créateurs disent beaucoup c'est grâce à vous, etc. Mais pour moi, c'est pas nouveau. C'est une nouvelle forme de média et du coup, ça soulève beaucoup de questions.
Par contre, et ça c'est aussi beaucoup ton sujet Amélie, et je pense que ça peut être intéressant d'en parler, il y a quelque chose autour de la transparence, là où je pense pas que c'est parce que tu as créé une audience que cette audience, tu lui dois de raconter combien tu gagnes toute ta vie, parce que c'est aussi un sujet de est-ce que j'ai pour autant envie de partager toute ma vie. On voit que certains personnes de l'audience réclament « Ah bah tu devrais nous dire le prénom de ton enfant parce que c'est grâce à nous que tu es là ». Bon, voilà, c'est un peu les mêmes sujets. Par contre, il y a un sujet de transparence, en effet, que les gens identifient bien, ce qu'on identifiait avant beaucoup mieux à la télé, une pub versus un contenu, où c'est peut-être là où, pour moi, vraiment, les créateurs ont un devoir, en effet, de transparence et de bien laisser comprendre à l'audience quelle est la distinction entre une pub et un contenu. Et ça, c'est beaucoup ton sujet, Amélie, et je crois que Stan, tu voulais en parler aussi, mais ça, pour le coup, je suis assez d'accord, là où j'étais moins d'accord sur le premier point, mais je suis assez d'accord qu'il y a vraiment un devoir qui est d'ailleurs maintenant de plus en plus encadré, quoi. Vas-y, Angers, après on aura une très bonne non, je vais juste ajouter aussi un fait que je pense aussi je pense que si on n'en parle pas, c'est peut-être aussi une question aussi de perception de l'argent. C'est un peu, enfin l'exemple le plus on va dire grossier, c'est par rapport au salaire des footballeurs. On voit ils gagnent des millions, mais on ne sait pas combien ils rapportent derrière. Peut-être que si un joueur gagne 10 millions, est-ce que derrière, on ne sait pas combien il rapporte. Du coup, nous, on voit juste le 10 millions, on se dit c'est énorme par rapport à ce qu'il fait. Je pense que c'est peut-être aussi un peu pareil pour les créateurs. J'ai l'impression, par rapport à ce que je vois, que la plupart des créateurs qui ont le plus de facilité à parler de leur chiffre d'affaires, on parle de ça, hein. C'est, comme a dit Benjamin, c'est un chiffre d'affaires. Après, derrière, il y a plein de déductions. C'est souvent ceux qui vendent des produits digitaux où en fait l'argent vient directement de la communauté de l'audience. Et du coup, en fait, il y a une espèce de relation assez forte entre c'est grâce à vous en fait que j'ai du cash qui entre. Du coup, je vais vous dire à peu près combien je gagne. Donc et vous trouvez sur internet, il y a quelques newsletters par exemple qui divulguent un peu combien ils gagnent parce que l'argent vient directement des abonnements des créateurs. Quand ça vient un peu de deals venant de marques, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal de paramètres qui entrent en compte, notamment le coût pour mille qui est un peu l'un des indicateurs qui permet de calibrer un peu le revenu du créateur derrière. Ce sont des paramètres qui ne sont pas forcément faciles à appréhender, qu'on ne connaît pas trop l'industrie, et qui peuvent un peu biaiser, on va dire, le point de vue de l'audience. Et donc ce serait dommage en fait de se mettre à dos son audience pour une question de perception de termes ou de chiffre d'affaires. Et je pense que c'est peut-être plus sain en fait de dire que voilà comment je gagne, voici vous avez un peu accès au cheminement. Après à l'intérieur, ça me regarde que moi quoi. Et par contre après quand l'argent vient vraiment directement de l'audience, là après c'est un peu plus simple à structurer, donc c'est plus simple à en parler. Je voudrais juste compléter très rapidement. Je trouve qu'il y a un côté un peu pervers aussi à dire ouais c'est grâce à vous. Je tiens juste à rappeler que l'audience ne regarde pas les vidéos par charité. C'est pas pour rendre service. S'ils regardent les vidéos, c'est parce que les vidéos leur plaisent et qu'ils les trouvent utiles. Donc je trouve qu'il y a un petit côté un peu pernicieux à présenter les choses comme ça et évidemment on est toujours content d'être suivi par des gens, mais si les gens nous suivent, c'est pas parce que ils ont envie de nous faire plaisir, quoi. C'est parce qu'on fait du contenu de qualité qui leur est utile. Et justement, je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie et que ce contenu auquel ils ont accès gratuitement, il a forcément un coût à un moment. Et pour le financer, soit il faut mettre de la pub, soit il faut que eux le financent. Donc ça c'est super important et c'est vrai que là-dessus le web a un peu pas mal fait évoluer justement notre perception un peu de la gratuité et de tout le fait d'avoir accès à autant de contenu gratuitement. Parfait, je vois le temps qui est passé très très vite sur notre échange. Je crois qu'il nous reste une vingtaine de minutes, inclus les questions-réponses. Donc, je pense qu'on va essayer de... Alors, on a encore plein de questions, j'ai encore 12 questions, mais je pense qu'on va devoir avancer un petit peu et peut-être sauter quelques étapes. On va essayer de faire encore 10 minutes pour gagner un peu de temps pour les questions-réponses. Je passe au dernier chapitre, je suis désolé. Mais c'était hyper intéressant, mais c'est vrai le temps est passé rapidement. Il y avait une deuxième partie qui était sur je vous la spoil, mais vous la vivrez pas en direct, mais sur la prise de position et sur l'impact, mais vous pourrez poser vos questions après si vous voulez, il n'y a pas de souci. La dernière partie, c'était plutôt sur la création de contenu et l'écologie, que je trouvais assez intéressante. Amélie, toi c'est un travail que tu fais souvent avec les créateurs et les créatrices que tu accompagnes. Comment tu fais pour concilier la vulgarisation et l'écologie et la création de contenu écologique et parfois l'impact que peuvent avoir ces contenus justement sur la planète et sur les différents usages?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une grande question à se poser sur le lien entre influence et écologie. Pourquoi ? Parce qu'on le rappelle, le marketing d'influence, c'est un secteur économique qui est en croissance exponentielle, qui pèse 22 milliards de dollars aujourd'hui. C'est 20 fois plus qu'en 2015. Donc on voit que vraiment, il y a une croissance exponentielle, il y a de plus en plus d'influenceurs. Et du coup aussi, les marques, elles sont de plus en plus présentes pour faire du marketing d'influence. Elles en font de plus en plus parce que c'est prouvé, le marketing d'influence fait vendre beaucoup plus que la publicité n'a réussi à faire vendre, justement grâce à cette relation parasociale et cette relation de confiance que les créateurs peuvent nouer avec leur audience. Et du coup, il y a une question aujourd'hui qui se pose sur la responsabilisation de ce secteur-là. Alors aujourd'hui, il y a une loi qui est en train d'être votée justement pour donner un vrai statut juridique à l'influenceur, au créateur de contenu, à l'agent d'influenceur, essayer un peu de reposer des bases juridiques à ce secteur-là qui sont absolument nécessaires pour un secteur aussi important qui aujourd'hui n'était jusqu'à présent en tout cas pas du tout encadré. Et surtout, il y a forcément des questions de réflexion sur l'impact écologique d'un tel secteur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les influenceurs, les créateurs, ce sont des leaders d'opinion. Ils ont justement cette capacité à orienter les normes sociales, à orienter les comportements de consommation, à orienter les modes de vie. Et finalement, la majorité des influenceurs, en tout cas ceux qui sont les plus grosses audiences aujourd'hui, finalement vont promouvoir justement des modes de vie de consommation qui sont plus forcément compatibles avec les enjeux écologiques, avec les limites planétaires. Et du coup, il y a cette réflexion-là qui est comment concrètement on peut faire en sorte qu'un secteur comme le secteur de l'influence, le secteur de l'influence marketing, puisse finalement faire une certaine transition écologique. Si je cite justement le dernier rapport du GIEC, qui revient un peu sur l'état des lieux du réchauffement climatique, donc les scientifiques disent concrètement que les influenceurs, ils peuvent être des acteurs dans l'orientation justement de la population vers des modes de vie plus sobres. Donc ils peuvent aussi concrètement être des acteurs de la transition écologique. Et c'est ça que j'essaye de faire au quotidien, c'est de faire comprendre aux créateurs que ce qu'ils disent, ce qu'ils mettent en avant ont un impact, ce qu'ils valorisent en termes de mode de vie, en termes de marque, etc., potentiellement, ça va amener l'audience à valoriser ce qu'ils montrent, et que du coup, il y a une réflexion qui est nécessaire sur concrètement, qu'est-ce qu'on met en avant à travers son influence, qu'est-ce qu'on valorise, et comment s'inscrire d'autant plus dans une réflexion qui intègre les enjeux écologiques. Benjamin, tu es cette personne qui incarne aujourd'hui, enfin pas que, mais en partie, parce que ta chaîne YouTube est très axée sur le côté écologique et voyage en bas carbone. Alors aujourd'hui, je l'incarne peut-être, je l'incarnais pas du tout il y a quelques années. Comment tu as eu le déclic ? Alors juste pour présenter un peu le contexte aux gens, donc moi j'ai commencé il y a 8 ans ce métier, et j'ai commencé par faire d'abord, par mettre en avant des destinations plutôt lointaines, et donc jusqu'en 2018, la moitié de mes revenus provenaient de compagnies aériennes. Donc je prenais énormément l'avion, j'avais une empreinte carbone délétère, et en plus de ça, je poussais des milliers voire des millions de gens à en faire de même. Donc au niveau de mon empreinte carbone directe et indirecte, j'étais catastrophique. Et en fait, été 2019, trop de dissonance cognitive, je me suis dit bon allez, on va arrêter les bêtises, et donc j'ai pris la décision d'arrêter de prendre et promouvoir l'avion. Et il n'y a pas eu vraiment de déclic à part entière. Enfin, c'est un cheminement qui s'est fait assez progressivement. Je pense qu'il y avait beaucoup de déni et d'ignorance sur le sujet de l'avion, parce que j'ai toujours été assez sensible à ces questions-là, mais c'est vrai que je n'avais pas conscience du poids de l'aérien. Vraiment, le poids de l'aérien au niveau individuel, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et quand je m'en suis rendu compte, forcément, je me suis dit, bon, là, faut arrêter. Et finalement, pour donner quelques chiffres, parce que c'est toujours assez intéressant de voir si c'est possible de faire cette bascule économiquement. Donc, comme je vous l'ai dit, la moitié de mes revenus provenaient de compagnies aériennes. Et donc, forcément, renoncer à la moitié de ces revenus, c'était pas une décision anodine. Après, il y a eu le Covid qui m'a finalement un peu aidé à arrêter l'avion, puisque la question se posait pas. Et donc sur l'année 2020, j'ai réussi à stabiliser mes revenus. Enfin, j'ai fait un petit peu mieux qu'en 2019. Et après, en 2021, j'ai fait plus 80%. Donc le fait de renoncer à l'avion n'a pas du tout eu d'impact négatif sur mes revenus. Au contraire, on pourrait se dire que ça a plutôt eu un impact positif, puisque ça m'a permis aussi de trouver d'autres partenaires en France et plus localement. Et donc voilà, je regrette pas du tout cette décision. C'est parce que les compagnies d'aviation payent pas très bien, c'est pour ça. J'aurais pu te répondre si j'avais testé de continuer, mais non, si, je pense que je pourrais gagner tout aussi bien ma vie en continuant avec l'avion, mais je serais sûrement un peu moins heureux et épanoui.
Je peux comprendre. Justine, est-ce qu'il y a du point de vue des plateformes, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place sur ces questions-là? Je sais qu'on en discutait, tu m'as fait une réflexion hyper intéressante pour me dire que c'était compliqué de calculer l'impact que pouvaient avoir aussi les contenus positifs ou les contenus entre guillemets pas forcément négatifs, mais autour de l'écologie. Est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a des choses qui ont été travaillées pour essayer de rendre les contenus moins polluants, on va dire, sur la question du streaming et du fait de les regarder? Ouais, alors c'est pas un sujet sur lequel je suis hyper experte, en tout cas pas autant qu'Amélie par exemple. Et du coup, je connais peu, ou très peu en détail, ce que font les différentes plateformes sur le sujet. En tout cas, souvent, ce qui est attendu des plateformes, en tout cas quand je parle aux créateurs et tout, c'est souvent, faudrait mettre plus en avant des contenus écologie, etc. Ce qui est très compliqué à faire dans le sens où les plateformes justement qui font pas d'éditorialisation font pas ce type de choix. En tout cas pour l'instant, j'en ai vu aucune qui faisait ce type de choix, c'est-à-dire de dire on va faire des choix politiques presque, et on va dire on va mettre en avant de façon arbitraire certains contenus qui parlent de certains sujets. Ça, on n'en est pas là, ou en tout cas pas à ma connaissance. J'ai l'impression que côté plateforme, il y a des discussions, comme dans tous les secteurs sur ce sujet-là, parce que chaque personne n'est exempt de faire des efforts là-dessus. J'ai l'impression que, si tu parlais du streaming, donc les discussions qu'il y a et les sujets qui émergent, c'est beaucoup autour de la bande passante, combien ça consomme de regarder une vidéo sur une plateforme, et les gens commencent à prendre conscience que consommer du contenu aussi en ligne, en plus de consommer tout court, c'est pas carbone neutre. Et du coup, j'ai l'impression que les efforts, quand il y en a, c'est surtout autour de ça, c'est-à-dire comment on limite l'impact carbone des comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, mais des c'est centres de données. Oui, voilà, des data centers, etc., etc. Donc plein de discussions autour de typiquement si tu affiches une vidéo par défaut en 4K alors que la personne est sur son téléphone, ça va consommer beaucoup plus que si tu l'affiches à la bonne résolution par rapport à dans quel contexte la personne la regarde, etc., etc. Donc j'ai l'impression que ça c'est le gros de ce qui est fait aujourd'hui. Après, encore une fois, je veux pas dire de bêtises parce que je suis très peu experte là-dessus, mais en tout cas j'ai pas encore vu d'initiative de mise en avant volontaire de contenu, à part peut-être sur des OP, tu vois, je sais pas, le jour de la Terre, il y a des plateformes peut-être qui éditorialisent un peu et qui mettent en avant certaines choses, mais franchement, j'ai l'impression que le gros du boulot, et c'est déjà un énorme chantier à mon avis, sur tout ce qui est ce que ça consomme en fait de regarder une vidéo et comment ça on peut le réduire. Voilà, mais je t'avoue, je suis pas très experte du sujet. Non, mais c'était un bon point d'explication quand même. Ce que je peux te dire juste par rapport à mon point de vue créateur, c'est que les plateformes sont face à une contradiction qui est assez importante. Effectivement, ils doivent faire en sorte que les centres de données soient moins polluants, sauf que de l'autre, ils ont besoin que les créateurs créent toujours plus de contenu et que les vidéos soient plus agréables à regarder, etc. Donc c'est vrai que les plateformes vont plutôt avoir tendance à pousser les créateurs à produire toujours plus de contenu et à uploader leur contenu dans une qualité plutôt plus élevée. Et donc, c'est vrai que là-dessus, c'est assez contradictoire par rapport aux objectifs de réduire l'impact du streaming. Moi, il y a un truc, quand tu m'as expliqué, quand tu viens de dire ça, il y a un truc qui m'a fait réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une fonctionnalité qui est testée chez chaque personne, qui est la possibilité de pouvoir doubler les vidéos dans une langue différente, et du coup, qui met fin au fait d'avoir plein de chaînes différentes. Et je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs américains qui avaient 45 chaînes et qui avaient 45 uploads de la même vidéo pour plein de langues différentes. Et c'est vrai que ça, même si c'est un truc minimum, même si c'est pas l'impact, ça peut peut-être amener aussi à réduire le fait d'avoir plein de contenu et d'avoir un seul contenu mais avec plein de doublages différents. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a venu à l'idée. Tu me l'apprends, donc voilà. Mais je crois que c'est accessible chez très peu de personnes. Je crois qu'en France, il y a uniquement Le Rire Jaune, Kevin Tran, qui a accès à ça. Et MrBeast a eu accès il y a longtemps. À fait de pouvoir doubler les vidéos en fait, alors plusieurs pistes son. On va devoir conclure. J'avais deux dernières petites questions. Il y a une question qui est venue pendant notre échange. Est-ce que Ange, tu penses qu'on pourra arriver, alors je pense qu'on va parler à peut-être des plus anciens d'entre vous. Il y a une époque où il y avait alors je vais essayer de parler à l'aide de ma connaissance. Il y avait un site qui s'appelait My Major Company qui permettait de financer des artistes musicaux et de toucher une partie des revenus. Et c'est ce qu'a mis en avant, je crois, Irma à l'époque. Et d'autres personnes. Avec et Grégoire aussi. Voilà. Il y a des gens qui connaissaient My Major Company. Il y a des gens qui ont mis de l'argent dans My Major Company. Non, c'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas un univers où
il pourrait y avoir une réflexion autour du fait de, entre guillemets, financer tous les mois un créateur de contenu pour en échange avoir une partie ou avoir un espèce de pourcentage dans ses revenus. Je sais que ça se fait un peu, ça s'est fait un peu à l'époque de la musique. Ouais, bien, tout à fait. Ça existe. Hein, on a cité Patreon qui est l'exemple même en fait. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est que Patreon? C'est une plateforme en fait où le créateur de contenu peut mettre à disposition son contenu contre un abonnement. C'est un peu comme un Spotify en fait. Donc Spotify ou un Apple Music ou ce que vous voulez, vous payez un abonnement à un certain montant et tous les mois vous avez droit accès à du contenu, du nouveau contenu ou les contenus précédents. Là en fait c'est pareil pour Patreon. En fait c'est vraiment des plateformes dédiées au membership quoi. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir financer l'évolution du créateur de contenu au fur et à mesure de ces mois, de ces années. Après il y a aussi un autre niveau qui est après financé ce qu'on appelait donc, du donation ou du typing, qui est donc donné de manière volontaire. C'est-à-dire, je donne 10 € une fois, je donne 20 € une autre fois. Et donc là, en fait, c'est carrément des cash flows, on va dire, qui sont limite un peu récurrents pour certains créateurs de contenu, qui leur permettent en fait un peu comme d'être payés au chapeau en fait pour des artistes. C'est un peu le même, c'est un peu ça quoi pour les. Ce qui se fait beaucoup sur Twitch au final avec les. Voilà, exactement. Voilà. Je pense que sur Twitch c'est vraiment le bel exemple. Et donc pour répondre à tes questions, il y a énormément de solutions. Et donc, là les deux exemples que j'ai cités, c'est vraiment les deux plus gros évidents. Et après, manière un peu plus institutionnelle, il y a aussi des moyens de financer aussi les créateurs de contenu, mais après c'est par ce qu'on appelle des créateurs funds. En fait, en gros, c'est les grandes plateformes de diffusion qui ont des poches de cash qui sont dédiées à des créateurs. Donc vous, si vous correspondez à leurs attentes, c'est-à-dire, je sais pas, il vous faut 5000 followers sur une telle plateforme avec une cadence de production de vidéos ou d'autres contenus, ils peuvent vous amener un cash upfront, c'est-à-dire ils vous donnent 5000 €, 10 000 €, voire plus. Et du coup, ça vous sert à financer donc soit un achat de matériel, financer un designer ou autre, et du coup, ça permet de faire évoluer votre contenu, quoi. Ok, merci beaucoup pour si je peux ajouter, on est un peu short en temps, mais vas-y. Ouais, en 2 points. Il y a plein, donc les modèles Patreon, Tipeee et tout, c'est vrai que ça existe depuis pas mal d'années, ça se démocratise pas mal en France. Les États-Unis sont un peu pionniers sur tous ces sujets. C'est pas juste la créateur économie, c'est tout le système de finance qui se met en place autour de ça. Il y a plein de solutions même qui se mettent en place, et beaucoup aux États-Unis, mais il y en a en France, de finance carrément de cette économie, parce que comme on le disait, c'est pas gratuit de créer du contenu, ça coûte très très cher. Donc des créateurs qui vont chercher de l'argent de façon même presque bancaire. Tu as maintenant des entreprises, je pense à Jelly Smack qui fait ça en France, qui vont racheter du bas de catalogue. Ça veut dire, ils vont dire à un créateur, je t'achète les droits de, 100 vidéos, je t'avance l'argent, c'est-à-dire je t'avance les droits que ces vidéos vont générer sur des années, et comme ça, je te donne, je dis n'importe quoi, 100 000, et comme ça, c'est une avance en fait pour financer de la production. Tu as plein de solutions comme ça. On parlait des types, mais tu as aussi aux États-Unis des modèles où l'audience peut, entre guillemets, prendre des parts dans une société, même d'un créateur, pour financer. Enfin, tu as plein de solutions autour du monde de la finance qui se mettent en place, et ça nous vient beaucoup des US, un peu comme d'hab. Et après, ce qui est spécifique à la France, on en a beaucoup parlé ces derniers jours avec le Festival de Cannes, mais ce qui existe au cinéma et plutôt dans ce monde-là à la base, existe aussi pour l'économie de la création en ligne. C'est-à-dire que, par exemple, le CNC qui finance le cinéma, ils ont un fonds, et ça c'est très, très français, forcément ça existe moins dans d'autres pays, mais ils ont un fonds qui s'appelle le CNC Talent, où en tant que créateur de contenu, tu peux aussi te faire aider, te faire subventionner. Donc je dirais que les grosses avancées sur ce secteur, c'est tout ce qui va être vraiment presque de l'ordre du bancaire, de la finance autour de l'économie de création. Et un point spécifique à la France à bien retenir en tête, on a beaucoup de chance pour ça, il y a beaucoup de création de contenu qui est financée aussi grâce à des institutions comme le CNC par exemple, avec le fonds CNC Talent. Et ça, les créateurs ne sont pas toujours au courant. Donc c'est bien de se renseigner là-dessus parce que ça finance des beaux projets. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent pour production, n'hésitez pas à contacter le CNC Talent, évidemment, par rapport à ça. Il faut qu'on clôture notre conférence, enfin qu'on passe à la partie questions-réponses, parce que le temps a été imparti. Peut-être on dira un peu vos réseaux où vous retrouvez après les questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Normalement, on a un micro volant qui doit se déplacer. Ces gens qui ont des questions. La première question, elle est toujours un peu compliquée. Moi, j'en ai sinon, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des interrogations? Ou pas du tout? Personne n'ose lever la main?
Non, il n'y a pas de questions? Ah, parfait. Le micro arrive, il court vers toi. Et accompagné d'un humain également. Hop, voilà. Le tout. Bonjour, j'avais une question par rapport à l'influence et notamment ce que vous faites avec Paye ton influence, du coup, Amélie. Je voulais savoir si vous aviez déjà un peu des cas d'usage où il y a eu des changements profonds chez des influenceurs qui ont eu ce déclic de se dire ok, ce que je promeux c'est pas tenable, c'est pas durable, je vais vraiment changer la façon dont je communique. Ou est-ce que pour l'instant, parce que je vois aussi passer souvent justement des alertes via le compte de Paye ton influence sur Twitter par exemple, je suis assez sidérée de voir des fois ce que les influenceurs promeuvent, donc je me demandais s'il y avait des belles histoires à raconter là-dessus. Tu peux juste expliquer ce que Paye ton Oui, influence? alors en gros, je suis la co-créatrice d'un compte Instagram d'un collectif qui s'appelle Paye ton influence, collectif bénévole qui a pour objectif de réveiller les influenceurs sur les questions écologiques. Donc vous pouvez nous suivre notamment sur Instagram, Paye ton influence, P-A-Y-E ton influence. Alors en gros, on n'a pas un influenceur qui nous a dit « Ah oui, c'est grâce à vous en particulier que j'ai totalement fait évoluer ma manière de faire de l'influence et que j'ai arrêté de travailler avec certaines marques, etc. » Par contre, on a créé vraiment beaucoup de dialogues avec certains influenceurs qui ne sont pas de base forcément sensibilisés ou qui n'intègrent pas forcément l'écologie dans leur pratique, qui nous ont dit concrètement « Ah oui, vous m'avez fait réfléchir, vous avez fait en sorte que je me pose des questions, que potentiellement j'arrête de travailler avec certaines marques, etc. » Je pense qu'on est plus arrivé en plus d'une réflexion globale, mais c'est vraiment ça notre objectif. On sait très bien qu'à nous tout seuls on ne va pas pouvoir changer toutes les mentalités, mais l'idée vraiment avec ce compte c'est d'aller justement faire de la sensibilisation concrètement, faire les liens entre l'influence, ses impacts, notamment ses impacts écologiques et plus précisément sur tout ce qui est les imaginaires qui sont portés au sein de l'influence aujourd'hui, les imaginaires de surconsommation, les imaginaires qui sont plus compatibles avec l'urgence écologique. Notre objectif aussi c'est d'aller porter ces messages-là aussi au sein du débat public. Donc on a eu pas mal de retours médiatiques, on a fait des tribunes, etc. pour expliquer que aujourd'hui l'influence devait prendre ses responsabilités écologiques-là. Et donc on a vu quand même depuis la création du compte qui s'est faite en décembre 2021, donc il y a un peu plus d'1 an et demi, on a vu quand même un shift où de base certains créateurs, influenceurs qu'on pouvait des fois interpeller sur certains comportements, entre guillemets anti-écologiques, au début, il y avait beaucoup de braquage. Certains créateurs pouvaient se braquer face à notre discours qui était toujours très pédagogique et bienveillant pourtant. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de remise en question des créateurs. Ils comprennent qu'il y a des nouvelles attentes de l'audience sur un certain engagement écologique et que finalement, aujourd'hui, ils sont quand même de plus en plus poussés par leur milieu et par leur audience à intégrer justement ces réflexions-là au sein de leur pratique. Puis il y a quelques canicules et sécheresses qui sont passées par là. Aussi. On a le temps encore pour une dernière question, sinon on devra se quitter. Parfait, monsieur. Le micro arrive, toujours accompagné d'un humain, qui n'est pas le même que la dernière fois. Ils se battent pour le micro. Un qui a gagné. Bonjour et merci. J'attendais que la première question soit passée pour en poser peut-être une plus facile, qui va peut-être s'adresser à Justine. Est-ce que, puisque vous parlez d'écologie, vous ne pensez pas qu'il n'y a pas quand même un problème en termes de, on va dire, vous rappeliez donc les objectifs du GIEC, et je pense qu'on est tous conscients qu'on a une certaine transformation à opérer, et l'objectif des plateformes qui finalement amène à servir un besoin qui est de consommer du contenu, ce qui en soi est une activité qui, vous parliez de l'impact du streaming, et puis surtout, est-ce que c'est la meilleure manière de passer à l'action? J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Ouais, alors c'est bien de rappeler que moi je suis là en tant qu'experte des créateurs parce que j'en connais beaucoup, mais je suis pas là pour représenter YouTube. Je sais que c'est tentant parce qu'on est rarement au contact de quelqu'un qui bosse dans une plateforme, donc c'est tentant de poser des questions et du coup, juste pour vous dire, je peux pas vous donner une prise de parole au nom de YouTube. Donc la réponse à cette question, c'est je ne sais pas. La contradiction, elle, à titre perso, elle me paraît évidente et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les plateformes vivent en grande partie de la publicité, comme les médias, etc., qui elles-mêmes poussent à la consommation. Donc c'est comme tout en fait, sur ce sujet de l'écologie, au niveau individuel, on a des contradictions.
et au niveau de chaque entreprise, de chaque secteur, etc., il y en a aussi. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de contradiction, parce que c'est un sujet tellement complexe qu'il y en a partout, dans toutes les couches. Ça, c'est une évidence, il me semble. Du coup, chaque contradiction, la question, c'est de se poser qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. Enfin, oui, on pourrait tuer tous les modèles et s'arrêter de vivre, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup, j'ai l'impression que ce qui est fait dans un premier temps par les plateformes, c'est ce sujet, voilà, du streaming, de la bande passante et tout ça. Après, encore une fois, comme sur tout et tout un chacun, on peut toujours faire plus. Mais en tout cas, sur ta question de base, qui est est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, en fait, ça me paraît être une évidence. C'est un sujet tellement complexe qu'il y a des contradictions partout, et qu'à partir du moment où le business d'une plateforme dépend des audiences, mais aussi des annonceurs qui mettent des revenus, et qui mettent des revenus souvent pour faire de la pub et donc faire consommer des produits, bah oui, en fait, enfin, comme dans tous les médias. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est mon avis perso sur ce sujet. Mais je ne suis encore une fois pas experte, donc je pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Merci beaucoup, Justine. On doit clôturer, mais la discussion peut se continuer évidemment dehors, sous la nef, ici, n'importe où. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés, d'avoir été présents et présentes ce matin. Merci Benjamin. On peut te retrouver du coup sur la chaîne YouTube Tolton Voyage, sur Instagram Tolton Voyage aussi. Ouais, bah en fait là maintenant je préfère plutôt parler de Ourail. Ok, pardon. Non, pour ceux que ça peut intéresser, qui veulent justement voyager sans avion, il y a 2 mois on a lancé Ourail, qui est un média vraiment spécialisé sur le voyage sans avion et sans voiture, et on va partager des itinéraires sur notre plateforme ourail.voyage. Comment t'écris Ourail? H-O-U H-O-U-2-R-A-I-L. Ourail comme Oura plus rail. Donc sur cette plateforme, vous allez trouver des dizaines d'itinéraires sans avion pour faciliter l'organisation de vos voyages sans avion, et aussi sur des réseaux, du coup, tout un tas d'inspirations en vidéo, en photo. Donc voilà, s'il y en a qui veulent continuer à voyager tout en limitant leur empreinte carbone, c'est l'endroit où il faut aller. Parfait. Amélie, du coup, on te retrouve sur Paye ton influence. Oui, déjà vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Amélie Deloche, où je poste régulièrement sur tout ce qui est les enjeux de l'influence en lien avec l'écologie, et voilà, beaucoup de sujets autour de ça. Ensuite, vous pouvez du coup me retrouver sur le compte Instagram de Paye ton influence, et le compte Instagram de mon activité annexe, qui est post.influence.fr sur Instagram. Parfait. Ouais. C'est le moment un peu promo, hein, n'hésitez pas. On va en profiter. Hein. Ouais, donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Du coup, mon LinkedIn, c'est Ange Michael Haï. Donc du coup, j'ai un nom prénom composé, mais je dis toujours Ange, c'est plus simple. Et du coup, pour trouver mon contenu, du coup, sur Substack, donc j'ai un qui s'appelle Passionné Creator. Donc Passionné Creator, je crois que c'est .substack.com. Mais bon, si vous allez sur mon LinkedIn, vous allez le trouver. Donc voilà. Toutes les infos. Justine, on te retrouve sur les réseaux, sur YouTube. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Ouais, alors au risque d'en décevoir, je travaille avec des créateurs, mais je n'ai pas passé le cap de créer du contenu moi-même. Donc oui, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et tout, plus si certains veulent continuer la discussion, comme je ne serai pas malheureusement à Nantes aujourd'hui. Juste Justine Bachelot, nom, prénom. Mais non, pour l'instant, pas de compte Insta, TikTok, YouTube à suivre. Merci beaucoup, merci à tous les 4, c'était très chouette de discuter avec vous. Et maintenant, on va passer la parole à Magali, qui a des petites annonces. Nous, on peut partir, c'est ça, faut qu'on s'en aille. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion.